On passe par Feneux, petit react au premier épisode qui est en gros de ce que j'ai compris une copie de Qui veut devenir mon associé. Je sais pas si vous voyez cette émission. Où en gros il y a des entrepreneurs qui viennent se présenter devant différents investisseurs en fait de parler de leur projet, du produit qu'ils ont conceptualisé ou que ça soit d'un service aussi et qui ont besoin de récolter des fonds et donc du coup ils se présentent voilà face à un jury à des gars qui sont reconnus et qui ont des qualités au niveau de l'investissement. Ils doivent pitcher leur projet et les mecs vont suivre ou pas suivre, t'en as plusieurs. T'as un truc à gagner à la clé. Passe par Feneux. Tu connais pas ce classique? Couplet unique! Comme les vrais classiques du rap français! Passe par Feneux. D'ailleurs, j'ai plus de mec. J'aurais dit, non, faut prendre une pause. T'as pas capté, gros. Qu'est-ce que ça raconte d'envoyer cette base et de laisser autant de temps? Le silence, l'absence, le manque, c'est ça qu'on ressent. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma première émission qui mise sur moi. Pour ce premier épisode, j'ai ramené du lourd. Oh, le teaser, c'est les Avengers ou quoi? Attends, y'a qui? Alors, Dawala. Ah waouh, mon frère, tu vas dans une émission pour lancer un projet, pour que des mecs investissent, tu dois miser sur Feneux et Dawala. Ouais, elle est compliquée l'histoire. Non, tu te tires une balle dans le pied direct, hein. La réunion d'arnaqueurs, après. Eh, Dawala, tu vendais des caleçons. Non, il faut le dire, mon frère. Le Charman, c'est un ouf en vrai. Dans la débrouillardise, à savoir, tu vendais des caleçons. Tu vois ce que je veux dire? Tu vendais des sous-vêtements, on se le dit, hein, on peut se le dire. Ouais, des caleçons de... C'est ça, il est trop fort, frère. À chaque fois, c'est comme ça. 8 minutes. Il t'en glisse une comme ça. Il aime trop te saucer, tu vois. Il tape ta meilleure Lersa et après pour t'envoyer... Non, il faut qu'on se le dise, tu vendais des caleçons, gros. Je valide cette take, je l'aime beaucoup. Après, moi, je bégaye beaucoup, je bafouille et tout. On peut dire que c'est un peu du... C'est une dérive du zozotement, en vrai. Moi aussi, je vais chez l'orthophoniste, au final. On est tous des frères. Africa United ou pas? Après, la dame, je connais pas. Je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ça, c'est Domi, là. Bah, un One Hit Wonder. Un classique, hein, frérot, je te l'enlèverai jamais. La vidéo ASMR avec ta meuf. Incroyable. Classique de ouf. Et lui, je sais pas qui... Après, la dame, je connais pas. Je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ça, c'est Domi, là. Bah, un One Hit Wonder. Un classique, hein, frérot, je te l'enlèverai jamais. La vidéo ASMR avec ta meuf. Incroyable. Classique de ouf. Et lui, je sais pas qui c'est non plus. Peut-être les deux autres, c'est des bons. Peut-être ça équilibre. Salam alaikum à tous et à toutes, c'est Feneux. Je suis très heureux de vous retrouver enfin sur ma chaîne. Wesh, faut avoir confiance en soi pour porter ce genre de chaussures quand même. Faut avoir grandement confiance en ses yep. Hop là, ça c'est parfait. QMSM, c'est quoi? C'est la première émission qui va aider les jeunes financièrement sans rien attendre au retour. Ahmed Bouzoïd, un directeur de BPI France, c'est pas rien les gars, et auteur du livre. Okay. Je veux faire du cash boy. Comment tu vas? Non, tu peux quitter la street, mais la street ne te quittera jamais. Je veux faire du cash boy. Alors pour ce premier épisode, on va nous présenter 7 projets. Parmi les milliers que j'ai reçus, 7 ont été sélectionnés par mon équipe. Je retiens l'information. Attention. Je veux faire du cash boy. Et je retiens qu'il y a eu des milliers, hein, des milliers de projets, il en a retenu que 7. Au passage, hein, vous savez que depuis le live SOS Ma Famille a besoin d'aide, vous êtes tous devenus psychologues. Aujourd'hui, vous êtes tous investisseurs. Vous détenez tous un capital énorme. Et un capital sympathie, bien évidemment. Vous êtes les meilleurs. Lift Meal, c'est un projet de restauration saine directement intégré dans les salles de sport, à des prix totalement accessibles pour les sportifs. Ça va permettre à tout le monde d'atteindre leurs objectifs 100 fois plus rapidement et d'avoir le corps dont ils ont toujours rêvé sans être tributaires des fast-foods qui mangent après les entraînements. Le monde de la restauration, business compliqué, c'est peut-être là où il y a le plus d'ouverture d'entreprise et c'est peut-être là où il y a... Je crois qu'il y a une stat... Une entreprise sur deux ferme la porte 1 an après sa création. Et je crois que ce qui booste énormément les stats à ce niveau-là, c'est tous les mecs qui vont bosser dans la restauration. Après, je capte le délire de... Si, je sais pas, ils proposent une solution accessible, tu vois, qui facilite la vie des gens. Pourquoi pas, pour les flemmards et tout? Parce que... Il y a un truc qui est vrai. Oh, vous aussi, à côté de votre salle de sport, il y a un McDo, un KFC, un Burger King. À chaque fois, il y en a un à Teco. Allez tous chercher un calepin. Et ils prennent tous des notes, là. Il faut qu'on ait l'air sérieux, les gars, sinon on va se foutre la honte, là. C'est bon, tout le monde a de quoi prendre des notes? Comment vous allez? Ça va et toi? Ça va et vous, plutôt? Ça va. Wesh, le monteur, il a pété un plomb. Ils ont mis un boom. Il a tutoyé. Je note. Tutoiement. Pas professionnel. Ce projet, il est né d'un problème. On s'est rendu compte, je me suis rendu compte,
que tous les adhérents en salle de sport, on a tous le même problème, c'est la nutrition. Aujourd'hui, la majorité des gens, ils ne mangent pas bien après leur séance, par manque de temps, par manque d'informations ou par manque d'argent. La malnutrition, ça engendre également des problèmes de santé. Et ça a été mon cas, j'ai été diagnostiqué de la maladie de Crohn. Stresse pas, poto, stresse pas, respire, respire. Calme-toi, frérot, tu débites là, j'ai pas le temps de prendre tes notes. Lift Meal, pour expliquer assez rapidement, c'est le projet d'un fast-food intégré directement dans les salles de sport, où on pourra y consommer la nourriture saine, préparée par un chef, qui sera directement disponible. Comment ça, oui, Nizos? Intégrer un fast-food à l'intérieur d'une salle de sport. Mettez-moi la complexité du projet. Ou être à proximité d'une salle de sport. Non, là, ils veulent être à l'intérieur, avoir un concept de fast-food. T'es-moi les partenariats qu'il faut, t'es-moi les arguments qu'il faut pour convaincre de grandes enseignes. Déjà, rien qu'une salle, comment tu fais quand tu sais que c'est des chaînes? Ça veut dire quoi, un fast-food? Il y a des cuisines? Aujourd'hui, en plat chez Lift Meal, c'est simple. L'assiette, elle est divisée en 3 parties. On la coupe. À gauche, on met les glucides, un tiers de protéines et un tiers de lipides, donc les légumes. Wesh, la nutrition pour les nuls un peu là. On a divisé l'assiette en 3, un tiers. Inch'Allah, t'as les bonnes quantités. En France, il y a personne qui a déjà développé ce business. La vie de ma mère, c'est faux. Il y a des mecs qui foutent des food trucks devant des salles pour pouvoir distribuer des trucs sains. Et tout ça pour le prix d'un menu au grec, environ 9 €. 9 € mon frère? Pour avoir des brocolis cuits vapeur, des pâtes complètes et du poulet avec une sauce au skir et au paprika. Félicitations, hein. Pas mal. C'est fini? C'est fini? Ok, c'est des pitchs de 3 minutes. Ok, mais il faut centrer les infos parce que c'est vrai que c'est important dans un projet de se présenter, de donner pourquoi, la raison du comment de ce projet-là. Mais là, frère, il manque trop d'informations. Le business model, comment tu gagnes ta rémunération, quels sont tes coûts, comment tu vas mettre en place tes équipes, si tu dois mettre en place un fast-food, quel est réellement le concept? C'est peut-être pas juste des plats qui sont comme ça, c'est quoi? On est à la kermesse, mon frère? Il y a une table qui est là, on dispose des plats, ils donnent 9 €, que du liquide s'il vous plaît. Comment tu conserves tes aliments? Quel équipement il te faut? À quoi va te servir les 20 000 €? Quelle est ta stratégie de communication? Ouais, j'ai pas compris là, c'est quoi l'émission là? 7 projets sur 1000 là? Sur des milliers? Ouais, vas-y, j'arrête, je vais mal parler. Mais du coup, parce qu'il disait c'est un secteur dans lequel il n'y a aucun concurrent. Mais non, finalement. C'est quelque chose qui existe, peut-être pas à l'intérieur de la salle de sport, mais à l'extérieur. Exactement. Eh ben, fais tes recherches, gros. Elle va taffer pour toi, en gros. Elle va faire ton benchmark à ta place. Exactement comme vous. C'est-à-dire des lipides, des glucides et des... Ça veut rien dire. Des glucides, des lipides... oui, c'est des nutriments, mais vous savez qu'il y a des glucides et des lipides chez McDonald's. Aujourd'hui, nous, on a prévu, en fait, de ajuster en fonction de la salle. On sait que moi je me suis entraîné dans beaucoup de salles de sport, que ce soit en France ou même à l'étranger. Il y a des salles qui sont assez grandes. Il y a des salles où il y aurait l'espace pour instaurer un stand. Maintenant, si la salle elle est pas assez grande, on sait que justement on peut... Alors on est passé de installer un fast-food à un stand. J'ai pas capté. Non, ça y est. Combien? 10 minutes de vidéo. On est là pour financer des projets des gamins de la MJC ou des vrais projets. On parle de 20 000 balles. POV... Zerator a récolté 20 000 balles. 20 000 balles! On parle d'une vente de cookies pour financer le voyage d'été ou on parle d'un vrai business? L'idée, c'est au-delà même d'être les pionniers, je dirais que c'est surtout d'être les plus impactants au départ. En fait... Ok, comment? Tu sais, mais même eux, hein. Genre, je sais pas s'ils veulent être gentils ou quoi, mais leur intervention, j'ai plus l'impression d'être sur les 10 termes de Bouscapé, ça raconte pas grand chose au final, que de regarder des investisseurs. Je suis un peu trop investi, parce que là, j'ai pris 2 secondes de recul, j'ai senti que je parlais du bail comme si c'était mon argent qui était en jeu là. Désolé, réflexe de rat, réflexe de pauvre. Il y a Basic Fit juste là, à 5 minutes à pied, et il y a ça. C'est vrai? Wallah. En fait, il faut se déplacer dans... Ah, il a dit Wallah. Ah, il a raison. Il a dit Wallah. C'est une bonne idée. On va attendre de voir les autres, mais c'est une bonne idée. Ils sont chauds. Pourquoi vous mentez comme ça? Tu mens. Wallah, tu mens. On enchaîne. Deuxième candidat, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Adeline Elesouma, je viens de Mantes-la-Jolie, j'ai 26 ans et je suis maman et entrepreneur. Ok. Alors, Elion, c'est une marque française de valises de luxe innovantes. Après être rentrée d'un énième voyage avec mon collaborateur, on a dû payer des frais supplémentaires liés au poids de nos bagages. Je suis pas d'Amazon. J'ai jamais pris l'avion. Je ne sais pas de quoi on parle là. Valise, tout ça. J'ai pas de valise, j'ai un sac de sport, gros. On a pensé qu'intégrer une poignée de pesage à la valise pourrait être révolutionnaire. Révolutionnaire. La somme promise et également gagner en visibilité, en notoriété afin d'impacter davantage de monde. Là, tu vois, je comprends le besoin. J'ai quand même des interrogations, on va voir si elle y répond. Je vais pas direct rentrer avec trop de violence. Elion,
Non, ça, c'est un mauvais artiste qui... Alors, bonjour à tous, je m'appelle... Attends, ça ressemble à ça, une valise de luxe? Ça, c'est une valise que je prends chez Action, frère. J'ai 26 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis journaliste également. Et je suis cofondatrice de la marque Ilion, qui est une marque de valises haut de gamme et innovante. Ouais, stresse pas, cousine, stresse pas. Ouais, elle est pas bien. Oh, elle a fait 2 phrases. Il y a 8... C'est devenu une habitude pour des millions de voyageurs, justement, de se déplacer dans le monde. Mais il existe... La meuf, elle a pas... c'est une valise avec une poignée de pesage intégrée, avec un tracker GPS également qui permet de localiser votre bagage en temps réel. On a décidé aussi également d'en train de travailler avec mon collaborateur afin d'y ajouter des innovations supérieures, afin de vraiment faire une innovation, tout simplement parce que il y a 3 concurrents sur le marché. J'attends le prix. J'attends le prix pour parler. Qui se battent entre guillemets avec nous. En fait, il y a une seule marque sur le marché, qui propose la poignée de pesage intégrée. Mais sinon, nous sommes la deuxième marque française qui propose également ce type. Avec la même technologie. Je suis désolé, mais oh, ça y est, j'ai essayé. Ça a l'air gadget à la mort. Un pèse-valise intégré dans la poignée. Et ouais, elle va me dire, t'as un port USB pour charger ton téléphone. Tu vois, on dirait un truc gadget que tu trouves sur Wish ou AliExpress. Elle a trouvé un fournisseur chinois qui lui fait ça. Elle prend une marge de port à 80% et elle dit c'est une valise de luxe. En gros, elle veut douiller les gens. Désolé, mais ça pue ça. Hein. Je prends pas l'avion, mais demain, je dois peser ma valise. Bah, c'est comme quand je pèse mon chat. Je me pèse, ok. Je vais pas vous dire le poids parce que je complexe. Ensuite, je prends le chat. Je fais la différence, ben j'ai le poids. Je pense je fais pareil avec une valise. Le truc de localiser. Ok, ça va me servir à quoi s'il perd mon bagage? En fait, s'il perd ton bagage, genre tu te retrouves sur le tapis, là, je vois dans les films, et il n'y a pas le bagage, mais il est perdu à un endroit, et imagine il est en Amazonie, tu vas faire quoi? Ben je vais le chercher. Non, la vie est un parcours. La vie est une aventure. Ce qui est important, c'est pas la destination, mais le voyage. Là. Mais bon, quand bien même, imaginons, on peut le retrouver à un endroit dans l'aéroport. Imaginons, c'est ça le problème. Un AirTag, frère. Genre, j'attends vraiment le prix de la valise, mais j'ai peur. Hein. Tu peux demander à l'aéroport de te la faire livrer quand il l'a... Ah, my bad, je savais pas. Pronostic. Moi, je dirais un... Après, ça dépend, il doit y avoir plusieurs tailles de valises. Vous pouvez envoyer des fourchettes. Moi, je dirais 600, 800. En fait, le truc où je me dis, ça peut être pratique, le fait de peser sa valise, c'est que chez toi, ok, t'as la balance pour le peser, mais quand tu reviens du pays là où t'es allé, et que t'as acheté des objets, des souvenirs, des vêtements, je sais pas, des conneries, ben c'est peut-être là où il y a une incertitude du poids. Mais pareil, genre, tu sais à peu près combien t'avais de poids, si t'étais au max dès le début, tu te doutes que t'as dépassé, quoi. Tu te doutes à peu près de ce que ça représente. Mais ça peut être cool de savoir directement. Ah, il y a des pèse-valises qui existent. Cette problématique-là, c'était important pour nous de proposer à nos clients... Ça coûte 5 € un pèse-valise et ça prend pas de place. Ah ouais, ok, ça sert à rien. Désolé, je connais pas le game, mais... Oh là là. Comment dire, la question que vous avez posée, Elion. Elion, ça signifie très haut en hébreu. Et c'est quelque chose, en fait, qui est à la hauteur de nos ambitions. Ok. Et ça se voit, elle avait 3 mots-clés. Ça se voit, elle est pas au courant du projet. Il fallait qu'elle dise haut de gamme, technologie. Technologie. Et le truc de la punchline de la marque. C'est fabriqué en Chine. Ah, mais c'est pas français. Enfin, oui, t'es une marque française, mais ça porte à confusion quand tu dis on est la première marque française. Tu dis ça comme si c'était un gage de qualité. Désolé, les gars, ton produit, il est fabriqué en Chine, je te vole ton concept tous les jours. Parce que ton fournisseur, je vais le retrouver en 2 secondes, je vais lui dire je t'en achète 500, il va me dire oui, il aura aucun problème pour ça, il s'en bat les couilles, et c'est tout. Et donc, selon ton tarot, je peux te faire une free dans ta gueule et te niquer ton business. Feneux, il a capté. Feneux, vieux filou, grand loupard, tu n'apprends pas au vieux singe à faire la grimace. Ou attends, non, je suis métisse, ma maman elle est noire, ok? Non, j'ai capté que, sorti de son contexte, ça peut être compliqué cette phrase. Désolé, je m'excuse pas en fait. C'est fabriqué en Chine, mais tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit que première marque française. Il y a nos concurrents. Nos concurrents, c'est une marque française qui propose également ce type. Notre fournisseur est basé en Chine. Ok, mais vous n'êtes pas fabriqué Made in France? Non, pas Made in France. Mais les concurrents, oui. Les concurrents, bah non plus. Voilà tout. Et le prix de votre valise? Alors, je vais vous donner une tranche, c'est entre 320 € et 500 €.
Ok, bon, j'ai maxé. Ceux qui avaient juste bien joué, vous avez rien gagné. Mais vous êtes des bons. 500 balles. Hein. 500 balles la valise pour un gadget. La valise? La valise. D'accord. 500 € la valise. Les investisseurs, ils sont pas censés être au courant du game dans lequel t'es. Ton analyse de marché, présente-la. C'est bien de donner le prix moyen, le prix plafond, tout ça. Le prix psychologique aussi pour les acheteurs. 500 balles, ça fait peur. Parce que je me dis, 100 balles, ça doit être une valise qualitative, tu vois, qui va durer un temps. Et là, pour 2 gadgets que je peux m'acheter pour 20 balles sur le tech. Ah. C'est vrai, c'est le prix du voyage, hein. Non, c'est le prix de la plus grande. Ah, elle a pas d'humour. Elle est premier degré. Non. Il y a une garantie? Comment? Il y a une garantie? C'est-à-dire? Oula, pourquoi tu bégayes comme ça? Ouais, je réponds normalement. Oui, comme la loi française prévoit de garantir tous nos produits 2 ans minimum. Après, on peut faire payer une extension de garantie, ou je sais pas, si t'as envie d'avoir un argument marketing, tu dis que c'est garanti à vie comme les sacs Ispac, je sais pas. C'est-à-dire que si jamais la valise se casse, exactement, oui. Est-ce qu'il y a une garantie? Oui, il y a une garantie, si jamais il y a souci à ce niveau-là, le client peut la renvoyer et puis on peut effectuer, Parlé 7 projets sur des milliers. de tracker GPS, donc du coup, si la valise est perdue, La vie de ma mère, il a fait une annonce sur Snap et il a eu que 7 réponses. comment il fait pour savoir où elle est? Alors du coup, le tracker GPS est relié à une application directement sur le téléphone du client qui peut localiser en temps réel, via son smartphone. Je serais horrible. Là, je dirais, et la RGPD, dans tout ça, tu vois, je pourrais lui casser les couilles. La valise. Ok, d'accord. Et en chiffre d'affaires, vous êtes à combien pour l'instant? On débute. Alors, on a la phase. Ça marche comment? C'est avec une application? C'est ça. Et tout à l'heure, vous avez dit, ouais, effectivement, il y a deux procédés, c'est-à-dire la poignée de pesage. La poignée de pesage Oui. et le tracker. Oui. Et vous avez dit, ouais, pour vous différencier, vous allez développer d'autres innovations. Exactement. Vous pouvez en parler un petit peu ou pas? Oui, bien sûr, je peux en parler. Du coup, on voulait intégrer aussi à la poignée de pesage, la fonctionnalité aussi où le voyageur peut avoir des informations concernant son vol, concernant par exemple s'il est retardé, etc. D'accord. La porte pour aller à l'embarquement aussi, donc on voulait ajouter cette fonctionnalité-là. On voulait ajouter aussi la fonctionnalité en hiver, une poignée chauffante. Et on voulait ajouter aussi... Ça pue la merde. Ah, je suis désolé, mais avec tout le respect, ça pue la merde. Mais un système de tracking directement intégré dans la poignée. Et ça, c'est comme avoir une montre connectée et lire tes messages dessus. C'est juste la version moins pratique de ton téléphone. Et ça va se faire sûrement via le téléphone. Parce que j'ai pas pris l'avion, mais je connais le train. Je présume que c'est la même chose. Confirmez-moi dans le chat. Mais la SNCF, on a un tracking de si jamais le train il a du retard, quel wagon tu dois prendre, là où tu dois aller. T'as toutes ces infos sur ton appli. L'avion, c'est pareil, non? Il doit avoir ça maintenant. Pourquoi j'aurais besoin d'avoir ça sur ma poignée et pas sur mon téléphone? Sachant que ça va sûrement passer par mon téléphone. Tu vas pas me dire que la poignée, elle est connectée avec l'aéroport. Parce qu'encore, j'aurais pu recevoir l'argument comme quoi les vieux et tout. Bah après, vas-y, ils ont du mal à servir d'un téléphone, ils vont servir d'une poignée, mon frère. Une poignée chauffante! Une poignée chauffante! T'es là, tu dois me convaincre d'acheter une valise à 500 balles pour une poignée chauffante! Et on voulait ajouter aussi, lorsque vous dépassez le poids limite, la poignée vibre. Je crois que je préférais le projet d'étudiant, là. je crois que je préférais ça, là. Ah, parce que là, ça fait beaucoup, quand même. Ah, mais la poignée, elle vibre, hein. J'achète une manette DualShock sur Temu. À 20 balles, elle vibre, la manette. Ils m'ont pas fait payer ça 500 balles. C'est bon? Ok. Intéressant. Intéressant. Après, pour les informations de vol, je pense que tout est déjà sur le billet, sur l'application. Oui, mais des fois, il y a des retards. L'application. Là, sur l'application. Voilà, s'il te plaît, Dominique. Ah, d'accord. Donc, ça sera tout sur l'application, on est d'accord? Exactement. Ce sera relié à la poignée de pesage. Si jamais vous gagnez, oui. Au bout d'1 an, c'est quoi votre objectif d'atteinte financièrement? En termes de chiffres, c'est ça? En chiffres, c'est-à-dire c'est la première année, on espère vendre peut-être 500 valises. Alors ça, pour faire un chiffre d'affaires. Ça, c'est notre comptable qui s'en occupe. Oh là là. Je sais pas, frère. Je comprends pas. Ok, ils ont eu que 7 candidatures, mais au moins les 7 qui... Oh, il y a 20 000 balles, mon frère. Oh, 20 000 balles. Oh, c'est une quicheta. Tu bosses ton truc. Ton collaborateur, il est même pas là. Tu dis, ouais, c'est le comptable qui gère. Mais tu gères quoi, en fait? Ouais, désolé. Est-ce que vous connaissez le ROI? Vous sous-estimez trop les bacs plus 5 marketing communication. Est-ce que vous savez ce que c'est des KPI? En fait, c'est de sa faute, en fait. Elle a fait exprès de vous embrouiller. Non, c'est-à-dire que si... Non, j'ai aucun souci avec la question. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Ouais, ça a tiré sur les rêves. Hein, ils ont activé le tir allié. Vraie question. Sur une valise, vous faites combien de bénéfices? Bah, la marge... 60%.
60%? Ouais. C'est quoi ton prénom? Son grand sourire de « Tu es gourmande, hein? Tu manges, hein? 60% sur la valise. Tu vis, hein? T'as tellement pas du tout calculé. 60%, ouais. » Quelle est la valeur ajoutée selon toi de ta valise, sachant qu'il existe aujourd'hui les AirTags et les pèse-bagages manuels? Merci. Ben là, excuse-moi, mais en fait, c'est comme si... Oui, je vais répondre parce que... Ok, good cop, pas de cop. Des fois, elle sait pas. Dawala est là pour racheter son capital sympathie. Vas-y, réponds. Non, mais c'est pourquoi? Parce que moi, j'ai des valises, parfois, je vais au bled. Là, demain, je vais en Chine. Oui. Je prends tes valises. Oui. J'arrive en France. Oui. Je deviens ton concurrent. Non, parce que exactement. Le fournisseur qu'on a, en fait, ça a été le seul qui a voulu démonter la poignée initiale pour nous la mettre. Tous les autres fournisseurs ne voulaient pas. Et on en a... Oui, donc ton fournisseur fait ça, il le fera pour moi aussi. On a recherché des fournisseurs. Combien de fournisseurs à peu près? Ah là là, les cinquantaines. Ça veut dire que c'est moi je trouve le même fournisseur. Ah là là. C'est vrai. C'est vrai, t'es relou. Elle a dit c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû venir dans cette émission pour parler de ce projet-là où j'ai une solution à mes yeux innovante alors que je n'ai pas breveté le concept. C'est vrai. Ah, tu dis les choses, hein, Feneux. C'est catastrophique. Tu dois travailler comment? Oui, vous avez pris des notes? Pardon, je crois que t'es entrepreneuse mais t'es une bite. Mon mari, du coup, joue son au mari? foot. Ouais, en Finlande. Il est au foot. 20 000 balles! 20 000 balles, mon frère! Et lui, il joue dans un vieux club de district, mon frère! Il a préféré faire un match de foot qu'aller chercher 20 000 balles pour son projet! Ah ouais, assistant de maquillage et tout. Non, les mecs ont pas le budget pour faire un bon montage et une qualité de son effroyable. Par contre, si tu transpires un peu, quelqu'un est là pour toi. Avec un petit éventail et tout. Non, le sens des priorités. Moi j'ai trouvé que ça a été dur. Parce que les gens, faut leur donner confiance. Oui. Mais toi, pour ceux qui nous voient, c'est plus un tronçon, t'as voulu l'éteindre. Mais elle est horrible, la phrase. Est-ce que tu captes ce que ça dit, cette phrase? Les gens, faut leur donner confiance pour les prochains qui viendront. Genre, il vient littéralement de dire, ça pue la merde, mais moi, mon projet ici, et le projet de ta chaîne, c'est pas de donner une chance à des gens qui veulent entreprendre. C'est pas là pour trouver l'idée innovante dans laquelle ça va être judicieux d'investir. Non, c'est de faire une bonne série de vidéos. Théma, comment t'as aussi peu espoir aux gens qui vont venir participer? Non, mais on s'en bat les couilles, là, de ce qu'ils disent. Mais juste, pense à donner une bonne image à tes vidéos, pense à donner confiance que les autres viennent aussi. Parlez pas tous en même temps, là, oh, on s'entend plus, là. Vous savez, Julie, il a utilisé l'IA, il a utilisé Suno. Vous m'entendez? Écoute, je m'appelle Hamza Sedouk, j'ai 26 ans, je viens de Bruxelles, de la commune de Molenbeek. Si tu veux, j'ai toujours été passionné par les défis extrêmes, une grande sensibilité vis-à-vis de l'humanité à travers les épreuves que j'ai traversées en cours de route jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir entreprendre de grands projets extrêmes liés au dépassement de soi dans le but de pouvoir leur donner du sens en leur associant à des causes humanitaires comme la Palestine, comme le Kenya, comme le Maroc. Et extrême, genre l'idée, si tu veux, je me considère plus comme un homme en mission, en quête, dans le but... Non, le poteau est rentable. Non, là, dans ce qu'il vient de faire, là, on appelle ça une Théodore dans le game. Message humanitaire, gros placement de produit pour le parfum de son ref. Attends, je comprends pas pourquoi il me parle de cause et d'un coup, il y a un parfum. Paris-Marseille, 800 km, 21 marathons, 21 jours, un fauteuil, un record, une cause. Bonjour, ça va, bonjour. Alaikum salam. On a perdu tellement de monde dans la vidéo. À partir de ce moment-là, chute de viewers, là. Ah oui. On se présente, bismillah. Donc moi c'est Hamza, j'ai 26 ans, je viens de Bruxelles. Ici le projet que je voulais entreprendre avec l'ONG Karama Solidarity, c'est de courir de Paris jusqu'à Marseille, donc une histoire de 800 km, 21 marathons sur 21 jours. L'idée c'est quoi? C'est de financer 200 000 € pour des prothèses pour les enfants palestiniens. Donc moi c'est pas la première fois que j'entreprends des projets, on va dire, de défis extrêmes. Le but c'est quoi? C'est vraiment pouvoir porter du sens, honorer la résilience, véhiculer plein de valeurs et essayer de sensibiliser un maximum de monde. Ça lui il a bossé. Au niveau de l'espoir. Moi ce qui m'a permis d'entreprendre tout ça, c'est surtout lié à mon parcours. Donc entre incarcération, l'handicap, plein de traumatismes, ça m'a poussé, ça m'a motivé à entreprendre des actions complètement démesurées et surtout de pouvoir transformer l'épreuve en une mission. Donc l'idée c'est vraiment d'embarquer un maximum de monde. Derrière ça il y a aussi un Guinness World Record.
record. J'avais rencontré Abdoulaye il y a quelques temps. En fait, il a été paraplégique donc il y a 3 ans donc en Guinée. Et là, il a perdu la totalité et l'usage de ses jambes. Et là, le but, c'est vraiment de pouvoir exposer l'invisibilité, embarquer les personnes en situation de handicap. Donc là, ça va être un relais sur 21 jours avec une équipe d'audiovisuel. On essaie de faire un documentaire par la suite pour essayer de récolter un maximum de fonds. Et avec une équipe de masseurs, des logisticiens qui vont devoir m'accompagner tout au long de la route. Entre-temps. En vrai, pourquoi pas hein. J'ai quand même des questions que je me pose, mais en vrai, pourquoi pas? Moi, j'avais gravi parmi les plus hauts sommets du monde pour plein de causes comme le Kenya, le Maroc et la cause palestinienne. On avait été à la frontière d'Égypte, donc surtout vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui actuellement. Le but, c'est vraiment de pouvoir embarquer un maximum de monde et de pouvoir surtout donner du sens à des défis complètement démesurants. Donc moi, je suis vraiment dans cette optique-là, surtout avec un passé, on va dire, assez lourd, mais je me suis vite rendu compte qu'en réalité, l'être humain, il pouvait transformer sa vie en une ascension. Donc là, Ok, Inoxtag. C'est vraiment essayer de propager les gens. J'interviens dans les ASBL, dans les écoles, dans les centres de détention pour mineurs, parce que j'y étais. Oui, dans le social à mort. Ça veut dire que moi, le but aussi, c'est de pouvoir sensibiliser, inspirer un maximum au niveau de la jeunesse, les gens qui sont en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, et surtout ramener une lueur d'espoir au niveau des personnes qui sont en situation de handicap. Vraiment essayer d'exposer un peu l'invisibilité, de leur dire on est là, on vous voit, et le but, c'est vraiment pouvoir leur faire vivre une expérience humaine qui va complètement les transcender, les changer, et eux, à leur pouvoir transformer les gens qui se retrouvent autour d'eux. Donc, bravo déjà. Un projet qui nous dépasse. Non, respect. Projet ambitieux qui va faire rêver les gens, le truc de mettre en place une course où t'es avec des handicapés sur un fauteuil, tu les pousses pendant 21 jours, le challenge. Donc ce qui va motiver des entreprises à faire des dons pour ce genre de cause. Il y avait écrit sur le PowerPoint un record, donc sûrement ça doit correspondre à un record, genre Guinness Book et tout. Tu vois, c'est ça qui fait mousser les entreprises, c'est ça qui donne envie de participer. C'est con, mais les entreprises, quand ils donnent pas tout ce que parce qu'ils ont envie de donner et servir une cause. Ils font aussi pour ce qu'ils vont obtenir, tu vois, leur image, leurs intérêts. Donc, t'es sur un sujet, genre, c'est le genre de truc qu'un journal télévisé, ils vont en parler. Tu vois, ils vont dire, machin, tel groupe a réuni des personnes et ont couru entre Paris et Marseille en 21 jours avec des personnes handicapées en fauteuil roulant. Un record jamais atteint. Tu vois, il va se passer ce bail-là, donc ça les motive à participer. Par contre, il faut combien pour financer ça? Tu vois, comment ça va être mis en place? Comment ça va être encadré? À mon avis, il a dit que c'était pas la première expérience qu'il a dans ce délire-là. Donc, ça doit être carré, à mon avis, à ce niveau-là. Juste, il a pas le temps d'en parler. Et il y a le truc de, ok, les prothèses et tout, sûrement très utile, mais c'est lui-même qui va aller en Palestine les donner, ou est-ce que c'est via une association? Comment tu fais pour... c'est 200 000 € de prothèses, mais je pense qu'il faut peut-être des millions d'euros de prothèses, en réalité. Donc, qui va avoir accès à ça? Donc, il va un truc où il va falloir prioriser. Comment ça se passe, en fait? Comment cet argent va être utilisé réellement? La zone de flou, pour moi, elle est à ce niveau-là. Bravo. Félicitations. Incroyable. Mais là, c'est carré. Tu vois que c'est pas sa première expérience. Je connais bien. T'as suivi ça avec Ilyes Challenger. On se soutient sur les réseaux. Ok. Ahmed, il a amené le Zara, il fait là. Ouais, non, après, les contraintes avec Israël qui bloquent l'accès aux frontières, on se rappelle avec Rima Assad et tout ça, c'est un bourbier, hein. C'est un bourbier de fou. Ah, tu cours avec Abdoulaye? Ah ouais, je vais le pousser en fait. Ça veut dire qu'en fait, moi, je vais faire des relais, donc entre Paris, Orly, Lyon, Avignon, jusqu'au port de Marseille, en fait. Donc c'est un peu retracer le chemin invisible des exilés, en fait, tu vois. Tu l'as déjà fait? J'avais déjà fait Bruxelles-Paris. On avait fait 355 km. Avec Abdoulaye aussi? Non, pas Abdoulaye. Toi tout seul? Solo béton avec mon acolyte Ayman. T'es à ton taf et t'as un réflexe de la street qui pop sans que t'aies pu l'anticiper. Et l'objectif solidaire, en gros, c'est du crowdfunding. Ça va être filmé ou pas? Il a dit. Ça veut dire qu'en fait, moi, en fait, si tu veux, ce projet-là, il débouche sur un aspect social, personnel, c'est aussi une revanche, mais c'est surtout à but humanitaire, en fait. Moi, je vous le dis, il y en a peut-être quelques-uns, tu vois, qui pour la cause vont mettre de l'oseille dedans ou vont faire quelque chose, mais c'est pas lui qui va prendre des 20 000 balles parce qu'ils ont rien à gagner. Et t'as besoin de quoi, du coup, pour réussir ça? Bah écoute, nous, on l'a budgétisé, ça veut dire que l'aspect logistique... Carré sans le vouloir, ouais, je l'ai beaucoup dit aussi. Et surtout de pouvoir le propager au niveau des institutions, les écoles, les IPPJ, les prisons. Donc je l'avais budgétisé à 33 000 €. Et là, comme il y a un Guinness World Record, donc dans la catégorie la plus longue distance en courant, en poussant un fauteuil roulant manuel plusieurs jours. Donc il y a un Guinness World Record qui est en cours de validation. Et juste ça à 12 000. Donc ce projet, il représente une histoire de 45 000 €. Aujourd'hui, je suis à 5 000 €. Donc ouais, il a rien. Aujourd'hui, je suis à 5 000. Ça veut dire...
En vrai, c'est bien. Lui, il a vraiment rentabilisé parce que quand bien même il repart pas avec les 20 000 balles, apparition, la vidéo, elle a fait des vues, 350 000 vues et tout. C'est bien. Il a rentabilisé le parfum de son ref et tout. Carré. Que moi, si tu veux, l'année, elle est dédiée à entreprendre des projets qui nous Il a besoin de ça, lui. Il a besoin d'exposition, de montrer son projet. Bah, je vais t'aider. Je vais te ramener des contacts et tout. Force à toi, Ahmed. Ah, vraiment, avec grand plaisir. Et une question. Là, tu vois. Bon projet en tout cas. Mon projet, je pense qu'on Merci. Bah oui. Ok, enfin un projet sérieux, let's go. La vidéo n'est pas foutue. Alors qu'est-ce que c'est One One Arena? Tout simplement, c'est une ligue de 1 contre 1 au basketball. Oh, let's go! Sport de combat. Alors, quand on dit... Ok, moi c'est le projet qui me parle le plus là pour l'instant. C'est horrible de passer après un truc humanitaire et tout ça. Mais un délire de créer une ligue de 1 contre 1 au basket, oh, je suis chaud. En mode si tu taffes l'entertainment et tout. Après le truc je me dis c'est en France quoi. Mais à petite échelle ça peut être un petit projet aussi. Investisseurs, on dit forcément des personnes qui savent prendre des risques. Vous savez prendre des risques et vous savez miser sur quelque chose qui est porteur. Pour nous, la ligue de 1 contre 1, c'est quelque chose de porteur. Parce que ça n'a jamais été fait. Dans son pitch, il met des coups de pression. Si vous voulez investir dans un projet intéressant, il insiste là. Il est clairement en train de dire hey, si tu mets pas l'oseille là, t'es un bouffon, frère. C'est bon? Tu prends le game en 1-1. 1-1, genre 1 contre 1 ou 3 contre 3. Truc de basket. On a le jingle. Ça va les gars? Ça va, Yves? Vous allez bien? Excusez-moi, mettez-vous bien dans les carrés parce que sinon, quand on tire, on ne joue pas, les gars. On a le gilet. C'est pas censé être le gentil, lui? Ça va, ils sont chauds. Ok. Vous me dites quand on commence. Ah, bonjour. Ok. Ouais, il est mignon, il passe un exposé. Merci. Bah, je vais me présenter. Je m'appelle Kwam Kojo. Je suis le responsable trésorerie de One Man Arena. Quelle origine? Ivoirien. Quoi? Oh! Je pense que je frère, jamais. Je suis Il a pas pris une seule note, il voit rien, il a noté. Vas-y. accompagné de Christophe Douglas, le cofondateur de One Man Arena. Ok. Douglas, c'est le prénom. Ouais, Douglas, ouais. D-O-U-G-L-A-S. Comme Douglas, c'est le nom de famille. Ouais, c'est le nom de famille. Non, c'est... Oula, ils ont pas révisé. Ils sont en panique. Stressez pas, les frères, stressez pas. C'est pas noté. C'est pas noté. Tranquille, tranquille. Ça peut être ton prénom, ça peut être ton nom. C'est pas grave, on n'est pas là pour juger. Nom de famille, pardon. Nom de famille. Douglas. C'est moi. Ok. Lui, il sait pas que c'est son nom de famille. Ah, vas-y, je vous laisse parler. Je vous laisse parler, moi j'arrête parce qu'après vous vous dire, je tiens. On vous laisse finir. Sinon... Et donc, bonjour, Chris Douglas, 25 ans. Cofondateur de One One Arena, et notre objectif... Il a déjà dit. Arrête de stresser. Tu passes le bac! Pourquoi tu stresses, gros? C'est d'être la référence d'un contrat en basketball, à la chaîne internationale. Ok. Donc, One One Arena, ça a débuté de rien, tout simplement. Durant le post-confinement... Pour la gueule du PowerPoint. Personne... Les gars, allez sur Canva. Je lâcherai pas le steak, les gars. Je vais tout relever. Je vais laisser place à aucun détail. Y a rien que je vais glisser sous le tapis. Sur les terrains de playground. Donc nous, Clément, donc, le fondateur, et moi-même, on était les seuls sur le terrain, donc on faisait des 1 contre 1. On s'est dit que... Wesh poto, pourquoi il transpire de ouf l'autre là? Il m'inquiète. Tranquille frérot, pourquoi tu transpires comme ça? Wesh, y a pas la clim dans la pièce. Il y avait d'autres personnes forcément qui étaient comme nous, donc, sur les playgrounds. On s'est dit, on va tester, on va faire un grand tournoi sur l'île de France. Le premier événement, on l'a fait à Colombes. Donc chez nous. Chez nous. Voilà. Et ensuite le deuxième événement, on l'a fait à Saint-Denis. Donc ce qui a fait qu'on a eu un grand engouement. On a eu plus de 300 personnes qui sont venues. Donc c'était ça a complètement explosé. Il sort d'un match ou quoi? Je comprends pas pourquoi il stresse, il transpire de ouf comme ça. On a eu plus de 300 personnes qui sont venues. Donc c'était ça a complètement explosé. Je veux aussi le compléter. Aïe. On parle vraiment de l'esprit de One Man Arena. Ah, ils ont pas révisé. Ah, ils sont en panique. Théma, il brille, frère. Il brille. Il lui a coupé la parole. C'est le plus stressé de l'équipe. Je vous annonce, il va faire de la merde. Ne vous inquiétez pas, ça va très mal se passer. Il coupe la parole à son ref. Ah. One Man Arena, c'est comment dire? C'est pas que des rencontres. Parce qu'on a essayé de mélanger tout ce qui est sport de combat et basketball. Dans le sens où on a pris les meilleures qualités de chacun pour les fusionner. Notamment, par exemple, pour le One Man Arena, excusez-moi, je commence à pas de problème, t'inquiète. Pour One Man Arena, il y a 2 événements distincts. Il y a
l'Arena Tournament et l'Arena Battle. Voilà, exactement. Mais pourquoi cette intervention? Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, c'est lui, il stresse plus que son ref. Il lui a coupé la parole. Non pas parce que... Tu peux dire, peut-être qu'il lui a coupé la parole parce que son collègue a omis un détail pour revenir sur un bail et tout. Il a juste répété ce qui a déjà été dit pour ensuite, en fait, faire juste la suite du PowerPoint. Il est passé à la prochaine slide. C'est même pas comme s'il y avait un truc qui est oublié. Il s'est dit, je vais couper la parole alors que je maîtrise encore moins bien le sujet et que je stresse à la mort. Je sais pas si vous avez capté, plus il parle, plus il transpire. Donc là, c'est l'impact médiatique. Force à lui, hein. Désolé, c'est dur, mais... Beaucoup d'influence basket, notamment avec Kenplay, Overtime. On est passé sur l'application Nike, Outsider. Merci beaucoup, Maxime, pour le sub. Donc l'Arena Tournament, tout simplement, qu'est-ce que c'est? On va réunir la dimension d'arène, comme le Colisée, comme vous connaissez, comme les gladiateurs, etc. On a essayé de mettre aussi en place un système de taille. En sport de combat, c'est les poids, notamment heavyweight, middleweight, tout ça. Et nous, on s'est basé sur ça pour mettre les tailles. Parce qu'on s'est dit, c'est... Des catégories. Khalas, allez, avance. C'est pas logique, tu vas pas prendre un mec qui fait 1 mètre, je sais pas combien. Faire des catégories. C'est ça, voilà, c'est ça, des Merci. Par rapport aux tailles. Catégorie taille, je vais continuer. Catégorie taille, donc c'est de 10 cm en 10 cm. Donc forcément, voilà, une personne qui t'arrache une tête, voilà, on se dit que on a compris. C'est un peu plus difficile au basket. Putain, c'est de réunir tout le monde en fait. Ils vont même pas avoir le temps d'expliquer juste le concept. Ensuite, sur les on monte un classement qui va ensuite, ils vont s'affronter pour monter dans les classements lors des événements qui auront lieu courant l'année. Parce qu'en gros, l'Arena Tournament, c'est un tournoi qui a lieu une seule fois. Après, il faut capter, hein, tu vois, genre, ce qui est un peu dommage, c'est que le truc nous est vendu comme quoi il y a des milliers de projets, ils en ont gardé 7 et tout. C'est pas contre eux directement, c'est plus sur le concept de l'émission et tout, c'est un peu dommage pour nous de recevoir ce truc-là. Par contre, tomber face à des humains, tu vois, genre, imaginons je suis investisseur et je tombe sur des gens qui paniquent parce qu'on est sur un truc télévisé, il y a des cadreurs, des caméras, on t'a mis un micro, t'es devant, je m'en fous, mais je suis devant des personnalités quand même, tu vois, il y a 20 000 balles à la clé, il y a plein de sources de pression, tu vois. Donc ça se comprend que tu stresses. C'est juste, c'est dommage de, au final, nous envoyer cette émission-là. Peut-être lui, c'était peut-être pas là qu'il fallait la voir, mais peut-être plus sur un accompagnement privé, quoi. Plus intime. Pas besoin de l'afficher comme ça. L'Arena Battle, il a lieu au fil de l'année, c'est ça. Voilà, exactement. Par contre, que quelqu'un lui amène une serviette, s'il vous plaît. Ensuite, donc, l'Arena Tournament, tout simplement, il y aura des catégories taille et il y aura des champions. Okay. Les champions, eux, comme en UFC, ils ont un titre. Ok. Les 3 minutes sont écoulées. Merci, Jean-Paul. Putain, ils ont eu à peine le temps d'expliquer le concept de leur 1 contre 1. C'est pas mal. Putain, l'idée, elle est pas déconnante, en vrai. C'est juste par rapport à comment ils présentent, comment ils sont préparés. Ça se voit, même eux, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Genre, ça se voit, ils ont une idée, tu vois. Ils se sont dit, ah ouais, trop lourd, on fait des 1 contre 1, full entertainment, on pique l'aspect compétitif des sports de combat, catégorie de taille, de poids, on met en place des champions, des ceintures, donc du challenge, encore plus de compétition. Déjà, j'aurais bien aimé, tu vois, des images de ça. Ils disent qu'ils ont déjà fait des événements, donc je sais pas, ils doivent avoir un Insta, ils ont dû prendre des photos, genre voir un peu à quoi ça ressemble pour se projeter. Tu vois, parce que là, je peux juger que le concept, le business, qu'est-ce qu'il te faut, quel droit il te faut par rapport à des salles, où est-ce que tu veux le faire, tout ça. Ton business model, il marche comment? C'est comment tu te fais de l'oseille? C'est du sponsoring, il y a un prix à payer, tu vas te faire de l'oseille que avec des billets. Il y aura des business annexes autour de ça, genre de la bouffe, à boire. Tu vois, bon, il y a tous ces éléments-là, mais en fait, ouais, ça sent que c'est deux gamins, tu vois, ils ont une bonne idée, tu vois, ils ont un truc qui est vraiment cool, mais vous êtes pas préparés encore. J'ai pas compris ce qu'ils voulaient. Bah, en fait, ils ont eu le temps d'expliquer, ils ont que pitché l'idée. C'est 1 contre 1 basket avec un système de rank, un classement, en plus de système de catégories, genre les 1m60, les 1m70, les 1m80, ce qui est lourd en plus. Tu vois, justement, là, ça enlève le problème de t'es un petit, tu te retrouves face à des grands. Ça tue. C'est vraiment cool. Et ça peut donner un délire, ça peut être cool à voir un match de petits au basket, vu que là, c'est équilibré. Ça, plus avec, voilà, système de rang avec des ceintures et tout. Et let's go. Mais on n'en sait pas plus. Alors, je vais... Désolé pour la transpiration. Non, c'est vraiment... Laisse-moi... Non, le pauvre, il s'excuse. Déjà, dans un premier temps... Amenez-lui des serviettes, s'il vous plaît. La régie, s'il vous plaît. Dans un premier temps... Qui fait quoi dans l'équipe? Justement, on a structuré les choses. Non, qui fait entre vous? Qui fait quoi? Il a dit cofondateur. Toi, t'es cofondateur. Et toi? Moi, tout ce qui est trésor, tout ce qui est organisation logistique. Il est où l'autre cofondateur? Ok, le fondateur, il est où? L'autre fondateur, en fait, il est en déplacement professionnel, donc oui. Il n'a pas pu venir. Ok. Quand il vend du shit, hein. Il se déplace, forcément. vous présentez un projet, là, révisez et mettez-vous d'accord. Il parle, tu parles, il parle, tu parles.
Ils lui ont vraiment amené des serviettes. On n'a rien compris. Il parle, tu parles, il parle, vous marchez. Ça veut dire qu'on comprend rien. Heureusement que le titre, il est explicite. Mais sinon, si on n'est pas cool, là, juste pour ça, moi, je peux dire, c'est mort. Les gars, ils n'arrivent même pas à s'organiser, tu vas leur passer 20 000 balles. Concrètement, les 20 000, ils vont servir à quoi? J'ai pas tout capté, là. Et le modèle de... Après, je sais pas s'il y a des trucs qui sont cut et tout, parce que là, dire les 20 000, ils vont servir à quoi? Désolé, mais à part le mec avec le projet humanitaire, il y en a aucun qui a dit à quoi ça allait servir, pourquoi ils ont besoin de ces fonds. Appliquer une ligue, c'est ça, le modèle, c'est comment vous gagnez de l'argent. On achète un billet pour venir participer, pour venir... Justement, je voulais en parler tout à l'heure, mais je me suis un peu emmêlé à perso. En fait, on met justement en relation différents artisans dans la ville. Pour se financer, on s'est basé aussi sur les modèles comme le Quai 54, le Quai Paris Game, All Parisienne. Ah, gars. All Parisienne. Donc là, on relance en mouvement, donc on n'a pas mis en place une billetterie. On essaie de rentabiliser, notamment par rapport à la... Comment tu fais ton oseille, gros? Comment tu fais tes tales? Parce qu'ok, avec des artisans, je capte, il va avoir à manger et à boire. Et ok, ça c'est une source de revenus, mais ça va pas être suffisant. Genre les gens qui viennent, c'est free. Tout le monde peut venir. Alors tu fais ça pour le peuple, hein. Respect. Mais ton projet, il va pas tenir la route, gros. Toi, tu vas vivre de ton projet en vendant des crêpes. Ça, c'est un projet de BDE, mon frère. On va vendre des crêpes et du coca et voilà. Si on fait un petit bénéfice, on est content. Comment tu vas payer les maillots, les designs, toute la com, tout ce qui va être autour pour créer une marque au niveau de ton concept, les gens qui vont participer, s'il faut une sécurité, s'il faut des arbitres, toutes les personnes qui vont... À la buvette et au partenariat et au cash pass qui était financé par des sponsors. Donc, ça veut dire les 20 000 euros, vous allez les rentabiliser qu'avec un barbecue et une buvette, c'est ça? Non. À vue de ma mère. Non, vraiment, je dis pas ça pour... Non, arrête de mentir, gros. Bien sûr que tu dis ça pour abattre, mais t'as raison. Domi, deuxième, t'es plus un one hit wonder. T'as plié ton deuxième banger, frérot. C'est ça, en fait, j'ai pas ça. On gagne de l'argent. Ok, en tout cas, merci. Ouais, merci. Waouh, ça a coupé comme ça. Mais le fait que c'est depuis 2021 que tu m'as dit, Douglas. Ouais, depuis 2021. Ça fait 4 ans. Ouais. Un truc qui est super important, ça fait 4 ans que ton projet il est là. Ouais. Présente-le. 4 ans. T'as eu 4 années devant toi, présente-le. Nah, ça y est, lâche l'affaire, frère. 4 ans, t'as pas taffé. 4 ans, mon frère. 4 ans, ok, tu stresses et tout. Mais en posant des questions, tu vois que j'aurais pu, tu vois, genre tu stresses et tout, vas-y, normal. T'es là, t'es filmé et tout, c'est pas ton taf. Ok. 4 ans, on te pose des questions, t'as pas les réponses. T'as pas taffé ton bail. Nah, ils ont raison d'être durs là. Bon, je m'aurais dit. Par contre, il fait chaud dans le studio, je sais pas, où il manque de patience. Plus on avance, plus ils sont durs. Ils étaient gentils avec les 2 premiers. On est ouvert là il y a 3 mois, on sait pas où on va, j'aurais dit ok. Mais ça fait 4 ans, frère. Non, moi je sais présenter mon projet. Bah non. Ouais, ferme ta gueule. À un moment donné, il y a des moments où il faut fermer sa gueule, tu vois. Après, moi je sais présenter mon projet. Je te juge pas, hein, mais j'ai compris la moitié. Mais on a compris dans l'ensemble. Mais ouais, dans l'ensemble. On a compris dans mais l'ensemble. Mais pour moi, je trouve ça flou, juste pour dire c'est un one-one. Moi, je vous donnerai des contacts, parce qu'en vérité... L'idée, pas des contacts. Non, on a dit, l'idée, franchement, moi, ça me plaît. Non, il manque de structure. Et vous, France, ça vous pouvez l'amener loin, mais... Oui, parce que... vraiment... Les idées sont là. En fait, quand t'imagines, l'entertainment, il est incroyable. Peut-être qu'ils sont vénères parce qu'ils découvrent aussi que les sélectionnés sont gays. En fait, tu peux manquer de patience, des trucs comme ça, donc tu peux cut à la mort. Mais après, si tu dois être énervé, c'est que si jamais c'est pas toi qui as fait la sélection, tu t'énerves contre ton équipe. Tu vois, tu leur dis, bah les gars, vous êtes pas sérieux. Genre là, sur des milliers qui sont présentés, expliquez-moi, exposez-moi, est-ce que c'est vraiment à la hauteur de la sélection ou c'est vous qui vous êtes branlé? Désolé, j'ai un doute là, je me dis sur des milliers quand même, j'ai besoin d'une conversation là, j'ai besoin de plus d'éléments. Je vous ai confiance, est-ce que j'ai raison de vous faire confiance? J'imagine bien le 1v1, les gens, les trucs, l'autre c'est la star, les trucs. En fait, je comprends le truc, mais là, faut travailler. Aujourd'hui, on n'est pas spécialement venu pour le cash prize, on est plus venu justement pour ça. Pour en parler. T'es venu pour en parler, vous arrivez même pas à aligner 2 lignes. Ouais, lâche l'affaire, frérot, là. Moi, je suis pas dans la pièce, donc j'ai pas à être gentil. Là, vas-y. Attends. Dis-lui, ben, si c'est pour en parler, c'est dommage, tu rates le coche. Voilà. C'est juste un conseil, mon ami, prépare-toi mieux. Voilà, on passe à autre chose. Il y a une question que je voulais vous poser. Par exemple, pour les équipements, vous achetez où? Justement, les équipements. Attends, les équipements, vous les achetez où? On a essayé de faire des partenariats. Vous les achetez où? Acheter quoi? À Decathlon. Les maillots? C'est lui qui s'en est occupé. Il va vous dire. Waouh! Non, mais lui, c'est une dinguerie! Lui, il s'est fait virer de la boîte direct après cette vidéo. Ah, je vous dis, c'est le début d'un shonen. Ils sont sortis, il y a eu bagarre. C'est fini. Ouais, mais tu prendras pas le nom One, c'est moi qui l'ai trouvé. Il m'appartient ce nom. Oui, mais le concept, le projet, la page Insta, c'est mon compte. C'est moi qui ferai. Bonne chance. On se reverra au sommet.
Frérot, il abuse. Quand il coupe la parole, déjà, il sabote le projet. Il a pas une réponse, il dégage en touche directe. Non, il est compliqué. Il l'a tiré. C'est lui, c'est pas moi. On va les aider, les gars. On va les aider. Vas-y, explique. Donc, en gros, quand on a explosé, en fait. C'est quoi exploser? Exploser. Ouais, non, mais ça y est, il relève tout. Non, là, il est pour abattre. Oui, le petit, il s'ambiance un peu. Ils ont dit, il y a eu 300 personnes à un événement. Écoute, oui, ramène-le les pieds sur terre. C'est pas explosé, mais à leur échelle, au final. Est-ce que c'est pas un petit buzz? Moi, une fois, ici, j'ai fait 200 viewers. C'était ma petite explosion. C'est jamais re-arrivé, mais on était trop heureux au moment où c'est arrivé. On n'a pas compris. C'était pour une première écoute de Dinos. On n'a pas compris pourquoi les gens sont venus comme ça. Depuis, ils viennent plus. Peut-être j'ai déconné. Peut-être j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Je sais pas. Vous investissez ou pas sur moi? C'est une notoriété. On a augmenté, en fait, notre notoriété très rapidement. Ah non, faut faire attention. On a explosé, tu sais quoi exploser? Mais laisse-moi vendre son truc. Visibilité, mais pas exploser. On a grandi notre visibilité. Voilà. En 2021, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues, notamment des entreprises, etc. Le problème, c'est qu'elles nous donnaient que du gifting. Et au bout d'un moment, le gifting, ça va devenir. Non, mais en fait, là, le projet, il est à la hauteur d'un groupe WhatsApp pour s'organiser des matchs avec des potes. En fait, le problème, il est là. Ça y est, on passe à la suite. Qui a donné là? Pourquoi il y a l'alerte? Qui a donné l'argent? La moula. La moumou. C'est incroyable, mec. Merci beaucoup, Afro Jojo. Putain, on dirait presque le blast de Mojo Jojo, le méchant dans Super Nana. Merci beaucoup, mon G. Il a investi. Personnellement, je vais vous donner un coup de main pour samedi. Vous jouez samedi, là? Merci beaucoup, mon G. Je vais vous équiper samedi. Ah, merci. Vous équiper. Ouais, voilà. Non, mais en fait, j'ai capté le projet de la vidéo. C'est les grands du quartier qui viennent soutenir les petits dans leur projet. Ouais, voilà, Dawala. Ouais, je passerai, les gars, pour le kiff et tout. Je vous donnerai un petit billet. Tu vas me chercher une canette quand même, mais... Bonjour, moi c'est Waïd, 27 ans et je viens de Lyon. Bonjour, moi c'est Aliou, 32 ans et Non, eux, ça se voit, ça va être scolaire, mais ça va être très bien taffé. Ils ont acheté des t-shirts. Il y a du merch. Je sais pas c'est quoi le projet, mais j'y crois un peu, là. Je viens de Lyon. Notre projet, c'est l'Uber Eats de la boucherie. On met en relation les bouchers avec les particuliers pour de la livraison de viande fraîche à domicile. Alors, ce qui nous a poussé à lancer ce projet, c'est depuis le Covid. C'est là où on a vu les chiffres d'Uber Eats augmenter. Nous, la seule chose qu'on pouvait se faire livrer, c'était la restauration et les courses. Donc... Ils sont mignons un peu, ça se voit, ils ont grave révisé. C'est à ton tour de dire la phrase, là. Là, c'est à toi, là, tu dois dire la réplique. Mais au moins, c'est taffé. On apprécie toujours les efforts. Par contre, là, j'ai un peu des doutes sur le projet. On a trouvé ça dommage qu'on ne pouvait pas se faire livrer de la viande chez nous. En participant à l'émission, on espère gagner. Je comprends et je comprends pas en même temps, en fait. Faire connaître l'application Meetdome auprès du grand public français. Ils ont acheté un kakémono. Saladio, président de la société Meetdome. Bonjour, je me présente, je m'appelle Wade, j'ai 27 ans, je viens de Lyon et je suis cofondateur de l'application Meetdome. Aujourd'hui, 33 milliards d'euros en France est prévu pour la viande en 2024. C'est le chiffre d'affaires que ça a généré. On a les deux cas. On a ceux qui n'ont pas révisé, on a ceux qui ont un peu trop révisé. Maintenant, on a trouvé une solution de la prestation de service qui s'appelle Meetdome. Il récite sa poésie. Qu'est-ce que c'est? Les bouchers avec les particuliers et on vous fait livrer directement chez vous. On a une application aussi qui est dédiée aux livreurs. On fournit aussi du travail. C'est-à-dire, les livreurs viennent chez nous, ils sont formés, ils doivent respecter la chaîne du froid et respecter les délais de livraison. Ok, déjà ils répondent à ma question. Aujourd'hui, on parle de viande. On n'est pas en train de parler de sandwich. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être livré de la boucherie directement jusqu'à chez la cliente. Ensuite, on a l'application pour les pros. Les pros dessus, ils suivent leur chiffre d'affaires, ils suivent l'arrivée des livreurs et ils peuvent aussi gérer la gestion stock dessus. Comme c'est des produits frais, pas des produits épices, c'est vraiment quelque chose qui est rechargé tous les jours. Ouais, monsieur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en production depuis octobre. On a ouvert la société en 2022, fin 2022. Donc, ça a pris du temps, ça a pris au moins 2 ans et demi pour qu'on puisse se lancer. On a beaucoup travaillé dessus. Donc, on s'est lancé depuis fin octobre. Actuellement, on est sans investissement, sans rien. On est sur un chiffre d'affaires entre 2 et 3 000 euros par mois. Donc, il faut savoir qu'on a déjà 32 boucheries sur Lyon. Donc là, maintenant, élément de réassurance sur Marseille, sur Paris. On a déjà des boucheries qui nous contactent par eux-mêmes. Donc, c'était le but. Et ce qu'il faut savoir pour nous, c'est qu'on a fait énormément de salons depuis. Refrain. Maman! Depuis le mois de janvier. C'est vraiment quelque chose, on va au contact des clients, on va directement en boucherie, on fait... Ouais, je suis d'accord, la musique en fond, le monteur se branle. Feneux, passe par Nizos, je vais te faire un montage plus carré. Il y a plein de trucs qui déconnent, hein. La qualité du son, il y aurait pu avoir un petit mix, même si les prises ont l'air dégueu, ça c'est sur place. Mais quand les mecs parlent, vu que vous avez chacun un micro-cravate, que c'est pas un micro accessible à tout le monde, bah tu le coupes au montage. Là,
on entend vos bruits de vêtements qui se frottent à des micros, on vous entend respirer, tousser, on s'en fout. Du street marketing, j'aime bien appeler ça comme ça. Donc on va directement au contact des clients, on les sonde un petit peu. On essaye de faire aussi des Google Docs, ça veut dire on envoie des questionnaires à des clients pour savoir leur habitude. Après, on a de la chance parce qu'il y a eu l'ubérisation, ça prend rien. Le français au jour d'aujourd'hui, il est devenu feignant. Donc maintenant, tout se passe par la numérisation. La musique de fond, je sais pas si je joue à Hogwarts Legacy ou si je regarde un pitch. Parce qu'il n'y a pas d'application pour les bouchers aujourd'hui. Et il n'y a pas d'application pour les bouchers qui est 100% française. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est des jeunes issus de banlieue. Donc là, c'est une application française. On tape à la porte des géants américains comme Uber Eats. Donc voilà. Ok, ça a l'air carré. Mon problème dans cette situation, c'est que déjà, je suis pas pour l'ubérisation. Mais bref, mon souci, c'est que ils y ont répondu, c'est que livrer de la viande crue, ça demande plus de contraintes que de livrer un plat. Respecter la chaîne du froid, tous ces trucs-là, c'est un taf, la livraison de produits frais, de nourriture. Ok, ils vont mettre tout ça en place. Donc du coup, c'est des livreurs spécialisés. Ils mettent en place des formations et tout. Ça à voir de comment ils rentrent dans leurs frais, comment ils le mettent en place, vu que ça va être un truc sûrement accessible à tout le monde pour les entrepreneurs. Ok, mais est-ce que c'est rentable pour eux? C'est que, ok, il y a un budget à l'année et tout, 33 millions qui sont dépensés, mais la réalité, c'est que, à part dans des grandes villes comme Paris, des trucs comme ça, donc ouais, ils font un peu d'oseille et tout, mais moi, en tant que entrepreneur, en tant que mec qui galère, parce que c'est ça les Uber, les mecs qui galèrent, me spécialiser dans votre appli Middom pour livrer de la viande, est-ce que ça va me permettre de faire mon oseille? Parce que je présume qu'ils reprennent tous les concepts de la uberisation, c'est-à-dire ils vont avoir un cachet de base à 2 € et quelques pour chaque livraison, et ensuite ils vont gagner en fonction de chaque kilomètre parcouru. Donc un truc, je sais pas, Uber, je crois que c'est aux alentours de 60 centimes et quelques. Là, c'est, à mon avis, pour l'éthique, ils vont le booster un peu pour montrer que on se différencie de Uber, donc ils vont dire 1 € peut-être. Et est-ce que en livrant uniquement et en se centrant uniquement sur la livraison de viande, sachant que tout le monde ne va pas forcément passer par cette option-là, et que c'est beaucoup moins évident aux gens, c'est un truc à démocratiser du fait que tu puisses te faire livrer ta viande de ton boucher chez toi. Tu sais, parce que, tu sais, c'est compliqué, genre la viande, t'as envie de la voir, des trucs comme ça, même si tu la choisis pas, mais tu sais, t'as envie de voir la viande que tu prends. Après, tu connais ta boucherie aussi, bref. Mais est-ce que le livreur peut être rentable en faisant ça? Est-ce qu'au final, genre, si toi, tu développes une idée, Uber vont voler l'idée, ils vont former leur book, tu vois, pour qu'ils puissent respecter la chaîne du froid. Et du coup, ben, ça sera bien plus rentable pour eux d'être sur Uber Eats parce qu'ils vont pouvoir faire autant une livraison d'un McDo que de chez un boucher. Et en fait, ils vont juste se faire plus d'oseille qu'en passant uniquement avec ton truc niché qui est uniquement dans un seul bail. Tu vois, mon souci, il est là. C'est que ça concerne pas que toi, en fait, dans ton projet. Il y a aussi des gens qui vont bosser avec toi, les collaborateurs. Est-ce que eux, ils y trouvent leur compte ou pas? C'est pas hyper déconnant. Mais tu vois, j'ai des questionnements quand même. Ok, bravo. Y'a pas de livreur à la campagne. Tu voulais rajouter un truc? Ouais, je voulais juste faire une petite parenthèse. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette application, c'est du 100%. On respecte la science de la boucherie. C'est-à-dire que le client, au lieu de commander une barquette de 8 brochettes, il peut prendre ses brochettes au poids. Il peut prendre 1 kilo de brochettes. Il peut choisir sa marinade. Il peut faire enlever le gras. Il peut faire couper ses escalopes en filets, en tranches, son jarret. Ça, c'est pas mal. Tout ça sur le site. Tout ça sur notre application directement. Ok. Ok, offrir... Franchement, il y a du bon, hein. Une approche personnalisée avec une application, je trouve ça pas mal. Pas des trucs où c'est forcément axé que chez le vendeur. Ok, let's go. Si vraiment ça se met en place et tout. Très bon. Même ils ont souligné le fait que dans leur application, il y a plein de services annexes, leur suivi de chiffre d'affaires, des trucs comme ça. Après, un truc aussi, c'est que, toujours pareil, hein, mais ça c'est des trucs, tu vois, plus sur le concept général qui me dérange et c'est pas directement sur eux. Est-ce que toutes ces trucs d'ubérisation et tout ça, est-ce que ça tue pas au final certains commerces? Tu vois, ça aussi c'est d'autres bails. On a fait en sorte que la personne derrière son écran, elle soit comme si elle est devant la boucherie. Okay. Comme si elle est devant le boucher. Donc vous le prenez chez le boucher, voilà. Et après vous livrez le client. Exactement. Voilà, ça. Et par rapport au problème qu'on a, par exemple, quand tu vas au supermarché, en fait, ils regardent les dernières bananes parce que quand tu prends... Donc c'est sur le chemin et tout. Non, mais on sait comment nous, on va à la boucherie et tout. Mais la vérité, c'est une contrainte. Genre, moi, je sais que la journée où je vais acheter mes légumes au marché, ensuite, je vais chez le boucher, tu vois, je fais tous ces trucs, je vais à la grande surface, je fais tout ça, et je me suis envoyé toute la matinée au minimum, tu vois, et je suis là, je fais, putain, ça m'a rendu fou, ça me gave de faire ça. En vérité, c'est pas toi qui choisis. Ils prennent des bananes un peu plus usées, on va dire, et ils livrent. Comment vous allez nous dire que vous allez choisir la meilleure viande? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le boucher, il y a un système de notes et de commentaires. Ouais, normal. Donc, de lui-même, le boucher est obligé de jouer le jeu. Oui, c'est pas dans ses intérêts de faire un mauvais service. Avant tout, c'est de la publicité. Après, ça, désolé, mais ça détruit des business. Ça détruit des business. C'est comme le truc de notation. Tu sais, il y a des gens, désolé, mais ils voient les livreurs Uber Eats comme des esclaves. Tu vois, ils sont pas contents d'un truc. Tu sais même pas la galère dans sa vie. Tu sais pas toutes les contraintes qu'il peut avoir sur son trajet avec les restaurateurs et tout ça. Bref, il est horrible son taf.
taf, mais sous prétexte que déjà t'as des fils de pute, genre ils veulent pas descendre leur escalier, des trucs comme ça, ils vont mettre des mauvaises notes, et le mec dépend de ça, des notations. Ça, c'est un truc. Le crédit, tu vois, selon des notes, là, c'est compliqué. Donc, de lui-même, faut qu'il mette des belles pièces. En fait, vous êtes une sorte de pont entre le client et le boucher, c'est ça? Exactement. Et du coup, vous prenez une com sur la livraison, sur la commande du client. C'est ça. Et du coup, faut que le livreur soit payé aussi. C'est ça. Donc, crédit social de l'Occident, on est dans ça. Comment il s'inscrit sur l'application? Comment il fait? On se moquait de la Chine, mais en vrai, on y est tellement. Et Black Mirror, je crois que c'est le 2e épisode, si j'ai pas connerie, le truc où tout le monde se note et tout. On y est tellement, frère. Nous, c'est un système, on prend 15% sur le client. 15%. Ça veut dire, sur une commande, on va dire à 10 € de viande hachée, on va prendre 1,50 €. D'accord. Donc le panier moyen en France, il est de 40 €, donc on prend 6 €. Cet épisode est fou. Ce qu'il faut savoir, c'est que le livreur, il est payé par le client. Exactement, il est payé par le client. Donc en fait, il prend 2,50 € de frais fixes dès qu'il accepte la commande. Et au nombre de kilomètres qu'il va faire, il va prendre 84 centimes. On est vraiment aligné, voire mieux que Uber quelquefois aussi par rapport à la livraison. D'accord. Ok, c'est que des boucheries halal? Alors nous, en fait, non, ils vont pas se limiter. On veut vraiment se lancer dans le monde entier. En fait. Tout à l'heure, vous évoquiez, là c'est spécial parce qu'il faut respecter la chaîne du froid. Et vous avez dit que vous... Pourquoi la musique de fond maintenant là, c'est devenu relaxation taille beat là? Pourquoi on dirait qu'on va méditer? Vous contribuez à former les livreurs parce que c'est un métier spécial. Comment vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous coûte? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des organismes qui nous aident. D'accord. Notamment, on a pu passer par la BPI, on est en pleine discussion avec eux, avec la BPI Lyon. J'en ai marre là. Passe par Nizos, feneux. Non, parce que t'as dû payer pour cette prestation. Je vais mieux de visser, gros. Un petit cut là. Il y a la régie là, elle a fait tomber la vaisselle et le poteau il a pas passé un cut ce moment. J'étais ravi de savoir que vous étiez là aujourd'hui. Ensuite, les livreurs viennent directement à nos locaux et parfois il se peut qu'on arrive à faire intervenir des intervenants qui viennent pour pouvoir respecter les normes HACCP. Et du coup, ils ont un label, comment on sait qu'un livreur il peut livrer d'autres? En fait, c'est des livreurs indépendants, c'est comme Uber Eats. Ils s'inscrivent, il faut qu'ils mettent leur cabis, c'est quelque chose. Après, c'est à nous de valider. Ils ont tous les documents. Donc vous, c'est que c'est des bouchers aux particuliers? Exactement. Oh, ok, d'accord. Donc ça veut dire que vous avez 3 cibles, les livreurs. Il faut... Mais frérot, j'entends encore les couverts. Je les entends respirer, je les entends marcher, c'est une... Frère oh, on dirait une émission de zen. Et eux, c'est volontaire, c'est pour la vanne. D'acquisition, les bouchers et les particuliers. C'est ça. Exactement. Ok. Du coup, c'est des coûts marketing puissants, beaucoup élevés. D'accord. Bien. Elle met la table. Beaucoup d'argent parce qu'en réalité, votre concept, ça va se développer vite. Parce que là, tu as vu, il y a toutes les nouvelles boucheries qui se déploient, etc. C'est en train de se moderniser. Et la émission, ça va vous donner de la visibilité. Là, il faut mettre le paquet sur le marketing. Parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, en fait. Ils vont investir dans ce projet. Ce qui va faire que vous allez passer devant. Après avoir les deux autres, mais... Il faut est-ce que vous avez mis sur l'application une note pour la livraison ou le Bien livreur? sûr. Ouais, parce qu'il y a des livreurs bancals. Hein. Obligatoire. Parce que nous, en fait, ils sont durs. Il est radié. Trop bien. Quoi? Vous allez venir à Paris. Ouais, non, mais ça y est, mon frère. Oh, il se loupe. Nique ta mère. C'est une dinguerie de fonctionner comme ça. Ah, quand je vous dis que c'est de la merde, ce système. Il rate une livraison, ça lui dit, t'es radié, gros. On met ton nom sur la porte de la boutique. Nah. Moi, c'est Martina, j'ai 30 ans, maman de 2 garçons, entrepreneur, créatrice de Nania. Je suis créative depuis toute petite. Mais pourquoi le taille beat, c'est détective Conan, là? Y a quoi de mystérieux? Qu'est-ce qui se passe? C'est une créatrice et on doit mener une enquête? Je suis franco-malienne et je viens du 91. Nania, c'est quoi? C'est une marque responsable, éthique, qui met en avant le textile africain à travers des coupes oversize, de la modernité et de la tradition. Qu'est-ce qui m'a poussé à lancer ce projet? C'est le fait de voir que les textiles africains ne sont pas assez valorisés. En tant que passionnée de textile, pour moi, c'était important de les mettre en lumière, de valoriser l'artisanat africain. Alors, si les investisseurs ne misent pas sur moi, déjà, ils auront tort. Je veux vraiment voir les pièces, parce que là, pour l'instant, ce qu'on nous montre, ça a l'air tuba. Désolé. Et je vais continuer, on va pas lâcher. Hein. On a une vision, on va pas la lâcher. Bonjour, ça va écoute. Je vais demander à ceux et celles qui ont un parent ou un grand-parent né à l'étranger de lever la main, s'il vous plaît. Ok, elle a son accroche, j'aime bien. Étant née en France et étant d'origine malienne, quand je suis en France, on me dit ah, la malienne. Quand je suis au Mali, ah, la petite française. Et du coup, j'ai décidé de créer un pont entre ces deux continents. Et ce pont, il s'appelle Nania. Nania, c'est quoi? C'est une marque de modest fashion et de... T'inquiète. Ok, tranquille. T'inquiète. Tranquille. Nania, c'est quoi? C'est une marque qui met en valeur.
Eh, Domi, c'est tellement ce book que tu regardes pendant ton exposé. Vous voyez ce que je veux dire? On sait que c'est comme ça. Tu sais que quand t'es en train de passer ton exposé, il y a un ref, il y a une tête. Tu sais que tu peux la regarder parce qu'il va te mettre en confiance. Tu sais, il va grave faire des trucs de... T'inquiète. Tu sais, qu'il hoche la tête, il te fait des petits sourires. Je t'écoute pas en vrai, mais t'inquiète, je sais par où tu passes. T'es en train d'être ça, frérot. L'artisanat africain à travers des pièces stylées, oversize et uniques. On met en valeur le bogolan. Stresse un peu. Le bogolan, c'est un tube malien. Et du coup, moi, c'est Madina. J'ai 30 ans. Je suis maman de 2 garçons en bas âge. Je suis passionnée de tissu, de design, de textile et de mode. À la fin de mes études en master, j'ai commencé à créer mes propres vêtements pour moi. Et je postais sur les réseaux et on m'envoyait des DM. Ah, j'aime trop ce que tu fais, c'est trop stylé. Ouais, elle avait un compte Insta, elle a voulu en faire une boîte. Du coup, j'ai pris confiance en moi et en mes créations. J'ai tout quitté à la fin de mon master. J'ai déménagé au Sénégal pendant 2 ans où j'ai passé mon diplôme de styliste que j'ai obtenu. À la fin de ce diplôme, j'ai lancé ma première collection, Le Retour. Et à travers cette collection, en fait, j'explique chaque étape de mon voyage et de ce retour en Afrique à travers les designs. Ensuite, j'ai créé une deuxième collection, Fama Force Armée Malienne. Une collection qui rend hommage à tous les militaires africains, en passant par les tirailleurs, des politiciens comme Thomas Sankara. Et grâce à ces 2 collections que j'ai créées, des collections le délire est lourd, hein. J'ai pu faire des défilés au Mali, au plus gros événement mode de Bamako, et aussi au Nigeria récemment. Et à la fin de mon défilé au Nigeria, j'ai reçu beaucoup de demandes sur les designs de mes collections de couture. Et je me suis dit comment je peux faire pour vendre à l'échelle et satisfaire les besoins de tout le monde. Et j'ai décidé de créer une collection capsule de prêt-à-porter qui sera disponible, qui est facile à porter par tout le monde. Des chemises, des robes, des vestes, des sacs également, des sacs de voyage parce que nous, on est un pont entre 2 continents. On est une marque qui connecte les différentes cultures, donc c'est important pour nous. Le voyage, c'est une valeur très importante. Panique pas, cousine. Et du coup, à l'occasion du lancement du drop, on a collaboré avec la... Oui, parce que comparé à la meuf des valises, ça stresse, ok, mais c'est un stress qui s'accepte. Paris Modest Fashion Week lors d'un pop-up store en mai dernier. Et du coup, j'ai pu générer en 2 mois seulement 8 000 €, près de 8 000 € de chiffre d'affaires, plus de 80 pièces vendues. Et tout ça sans publicité, sans influenceur, je suis seule sur le projet. Et aujourd'hui, la preuve du marché, elle est là. On est sur un marché entre la modest fashion et la mode africaine qui est estimée à plus de 70 milliards $. Et aujourd'hui, c'est sérieux. Avec Nania, en fait, c'est ça, elle stresse, mais c'est sérieux, c'est bien bossé. Et avec l'argent qui est sur la table, je vais pouvoir améliorer ma production entre le Mali et la France, réduire mes coûts de production et lancer mon site internet parce que les 8 000 €, je les ai fait sans site internet aussi. Bon, je suis éclaté en termes de vêtements. J'ai pas de flow, je sais pas m'habiller, je suis naze. Là, j'aurais aimé qu'il y ait mon ref Neurogenesis avec moi pour avoir un vrai avis dessus. Parce que par exemple, genre j'aime bien le délire, hein, ce que ça raconte, ces vêtements, l'histoire, tout ça, les hommages entre tradition et modernité. J'aime bien le délire, tu vois, je trouve ça lourd. Mais moi, personnellement, c'est un truc où je me dis lourd, mais en vrai, je m'en fous un peu. J'ai pas de tal à mettre dans ça, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, je suis pas terminée. Du coup, je vais vous laisser regarder les pièces, certaines pièces du drop. C'est-à-dire laisser les pièces. Mais c'est sérieux, tu vois. Genre, le truc est déjà en place. C'est un business qui est plus simple, qui est plus compréhensible aussi, dans le sens où c'est du prêt-à-porter, c'est des vêtements. On sait comment ça fonctionne, il y a rien à présenter, on sait comment tu fais ton argent, business model, tout ça. C'est plus, en fait, en termes de marketing. Genre, ton produit, t'as envie qu'il soit un produit de rareté, ou est-ce que tu as envie qu'il soit accessible à tout le monde? T'as dit un peu haut de gamme, est-ce qu'on est sur du vrai haut de gamme, ou on est juste sur un produit qualitatif qui nécessite un certain prix? Si jamais tu veux faire de la quantité, est-ce que t'as les capacités pour produire en quantité? C'est à tout ce niveau, tu vois. Genre, prix, comment tu le fixes, ton produit, qu'est-ce qu'il représente, comment tu veux le vendre, etc. Packaging, machin, mes couilles et tout. Où est-ce que tu veux le vendre? Est-ce que c'est en livraison directe? Est-ce que tu veux une boutique? Est-ce que tu veux que ta marque soit à certains endroits? Ouais, c'est tous ces bails-là. Je vais vous laisser regarder. C'est elle qui fabrique. Et vous allez pouvoir... En fait, elle récupère des tissus. Ça, elle a expliqué, tu vois, il y a quand même des infos, c'est vrai. Elle récupère des tissus maliens, je crois, c'est ça, typique. Et elle, en fait, elle design après. Et elle fait ce pont entre référence à ses origines et style vestimentaire occidentaux. Choisir une pièce que je pourrais vous faire sur mesure. Chacun d'entre vous. Vous avez également... Très bon move. Ah non, tu sais qu'il y a des gens là, petite story. Eh oui, stratégie d'influence. C'est ce qu'il faut en vrai pour ce genre de marque.
mon carnet de croquis, vous pouvez regarder un peu. Là, tu prends Domi, tu lui dis, ah, tu peux pas m'envoyer une petite story, frérot. Les dessins. Les marques, envoyez des sapanisos, non? Que je m'habille bien un jour, là. C'est que j'arrive sur mes streams et que je suis frais, là. J'ai besoin d'un standing, j'ai besoin d'une certaine marque, moi aussi. Moi, je vous fais la promo, y a pas de souci. 12K abonnés sur Insta, c'est bien déjà, c'est un bon début. Ok. Bon bah les gars. Et en plus, du coup, à la NHA, il y avait Yannifa et je me suis dit, s'il y a 2000, c'est une pièce qui irait trop bien. C'est éclaté. C'est éclaté, c'est trop nul. Oui. Désolé, j'espère qu'il y a d'autres pièces, mais là, c'est pas bien. Et après, il y a une taille au-dessus. Ah ouais. Genre même avec l'outfit comme ça, c'est carré. C'est propre. Clairement, c'est mieux ça. Mais ça aurait été mieux au-dessus. Désolé, ça me... J'ai dit c'est pas mon domaine, mais ça me dégage rien. Là, il est avec un gros pull, j'ai rien dit. Et c'est là dans l'autre sens aussi. Dans l'autre sens. Elle est réversible aussi. Non, franchement, et du coup, en fait, ce drop, je me suis... Il fait voilà les compliments, c'est juste il a besoin de renouveler sa garde-robe. Hein. travaillé avec des ateliers et moi-même, je peux... Je vais à Decathlon, j'ai le même. Hein. Non, c'est le mec horrible. Et oui, du coup, c'est devenir l'égérie de Nania. Ah non, là, il y a un délire. Non, là, ok, là, la coupe et tout, les motifs, là, il y a un délire. Dawala, reviens devant la cam, là, monte bien. Nania, c'est l'intention en bambara. Et ça vient aussi de Nia en arabe. Ah oui, Nia. Et du coup, pareil, on crée un ça, c'est pas mal. L'arabe, les différentes langues, etc. Non, mais après, il faut du... j'ai capté, il faut du accessible. Petit gilet sans manches que t'as déjà vu partout et tout. T'as des gens, ils vont pas oser porter certains bails. Pourquoi pas? T'as créé cette marque toute seule? Oui. Ça fait combien de temps? C'est joli, mais il manque un élément qui attire. Mais après, tu peux l'amener autrement, t'es pas obligé de l'avoir avec ton t-shirt directement. Peut-être que le mec met des bijoux, des trucs adaptés, et voilà, et c'est comme ça qu'il casse sa tenue. Du coup, là, j'ai lancé là, en mai 2000. Pour moi, pour être bien habillé, en vrai, faut avoir une méchante paire et des bijoux. C'est ma take. 25. Et j'ai commencé... Oui, la marque. Oui, la marque. En fait, quand j'ai commencé, c'était pas une marque, parce que j'ai... Et après, ne pas manquer de goût, hein, bien évidemment. C'est plaisir que moi, je kiffe designer. Mais Nania, à quel âge? Il a 2 jours. Il a 2 mois. Ouais, bon. Non, mais je fais exprès, eux, ils vont me comprendre pourquoi. Non, c'est un gars. Je fais exprès. Il va tellement dire, ça a 2 mois, et les autres, ça fait 4 ans. La putain de leur grand-mère. Ils sont là, ils savent dire que le nom de leur... C'est sûr, il va serrer. Il est là pour les abattre, les petits. Ah, il a 2 mois. Ah ouais. Parce que... Non, mais je fais exprès, eux, ils vont me comprendre pourquoi je répète. En 2 mois, ça a 2 regardez mois parce que c'est vraiment là que je me suis lancée. Ça, là, la société Ils sont encore en 4 ans. D'accord, on est en train de créer la société. Ouais, le jour où tu lances le Instagram sur les réseaux. Il a tellement la haine contre les deux. Je sais pas pourquoi. Félicitations, moi, ce que j'ai à dire, continue, t'arrêtes pas, et je pense que tu es sur la bonne voie. De ma part, moi, ce que je peux faire, c'est, si tu veux, d'ici 10 jours, je peux t'ouvrir la porte du magasin à Châtelet-Léal. Donc tu pourras venir en même temps faire de la publicité. Petit stand dans le magasin Watibé. Très bien, après maintenant, c'est vrai ce qu'elle a dit, il faut avoir du stock. Après maintenant, attention. Avoir une petite collection Watiflo. Mon projet MemoTouch est un système d'étiquette à relief qui va permettre à la famille, aux aidants et aux patients de pouvoir reconnaître le moment de la prise de leurs médicaments grâce au toucher. J'ai vu à quel point les aidants et les patients étaient perdus lors de leur prise de médicaments, donc je me suis dit qu'il devait y avoir une solution simple, humaine et accessible pour les aider. En participant à cette émission, j'espère trouver un coup de pouce. Mais oui, je suis en train de me dire là même que ça existe déjà, mais j'attends de voir un peu plus d'infos. Pour passer de l'idée à la réalité. Alors, MemoTouch. C'est quoi ça? Étiquette autocollante en relief. C'est pour les aveugles, ça, non? Ceux qui sont aveugles et tout. Personne âgée, personne malvoyante, ça aide. Parce que si tu vois, frérot, techniquement, ils t'écrivent sur la boîte, un le matin, un le soir, t'es pas trop concerné, quoi. MemoTouch. Avant de parler de la solution, je vais vous parler du problème. Nous, dans le médical, on aime bien les chiffres. Hein. Donc, on va commencer par les chiffres. L'observance thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Elle me fout la haine. Désolé, elle me fout la haine. Nous, dans le médical, on aime bien les chiffres. Il y a une phrase, elle me fout la haine. Vous voyez des trucs insignifiants dans vos vies. Genre, c'est pas censé être vénère, mais tu sais,
sais pas pourquoi. Ça me casse les couilles. Les gens qui disent comme on dit chez nous. Et à chaque fois, c'est pour dire un truc que tout le monde dit. Si c'est fait intentionnellement pour faire une blague lourde et tout, tu vois, pour se moquer de ça. Ouais, mais les gens qui disent ça premier degré, ça me tend de malade. Comme on dit chez nous, qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais nique ta mère! Putain! L'observance thérapeutique, c'est de prendre le bon traitement au bon moment. C'est ça l'observance thérapeutique. Et c'est un problème en santé publique parce qu'on sait que 50% des patients ne prennent pas leurs médicaments au... Perso, pourquoi tu fais un projet entrepreneurial sur la santé? Vas-y, c'est pas les States ici. Je te capte. Après, c'est un truc annexe sur, c'est pas un médoc et tout, mais c'est à vendre aux entreprises pharmaceutiques. Tu vois. Au bon moment. 45% de patients polymédiqués. Je pense pas que c'est pour les clients qui doivent acheter ça, tu vois. Je pense que c'est plus pour que les pharmacies soient équipées de ça. Ne prennent pas leurs médicaments au bon moment. 45% de patients polymédiqués, donc les patients qui ont pas mal de traitements à prendre, font une erreur au moins une fois par semaine. Ah, les bouffons. Les erreurs peuvent amener à une rechute de la pathologie ou bien une hospitalisation, voire un décès. En 2018, on a eu 125 000 décès dans l'Union européenne à cause d'une observance thérapeutique quand même. nulle. Oui, bon, là, je pense qu'elle s'arrange avec certaines stats. Je pense que c'est pas directement lié à que la mauvaise prise de médicaments. Voilà. Donc, solution. Mémotech. Oui, c'est pour les patients qui prennent ça chez eux, mais je pense que c'est pour que les pharmaciens mettent eux-mêmes... S'il est malvoyant, genre, il va faire comment pour mettre sur la boîte et tout? Tu vois, genre, c'est plus pour que on donne ça directement aux patients. Mais je vais avoir mes questions moi aussi, t'inquiète pas. Mémotech, ce sont des étiquettes tactiles, colorées et en relief que l'on va poser sur les boîtes de médicaments. Et, chaque étiquette aura une forme spécifique qui va correspondre à un moment de la journée. Comment ça marche? Vous avez votre prescription médicale. Le personnel de santé, l'infirmière ou le pharmacien va coller les étiquettes en fonction de la posologie du médicament. Ensuite, vous avez une reconnaissance visuelle. Vous avez une reconnaissance visuelle des formes. Le rond, c'est le matin. Le carré, c'est le midi. Le triangle, le soir. Et l'étoile, le coucher. C'est hyper complexe. Désolé, mais c'est demander aux gens d'apprendre. Ils galèrent déjà à prendre des médicaments. Là, ils ont déjà ce problème, mais en plus, faut qu'ils se créent un nouveau système de mémorisation, comme quoi le carré, c'est le matin, et l'étoile, c'est le soir. Et si t'as tout réussi dans la journée, on te donnera une image ou un sourire. Ouais, tu vois, encore, t'aurais fait un truc intuitif. En fait, le truc, c'est que tu fais un truc intuitif. Genre, tu fais le temps dans la journée. Tu vois, le soleil qui se lève et tout, et après, tu peux comprendre. Mais bref, tu peux te débrouiller pour faire un truc qui correspond à des codes qu'on a déjà en tête, tu vois, qui correspond à des heures. Mais ça aide pas la personne malvoyante. En fait, la personne malvoyante le braille directement pour elle. En septembre, on aura Mémoso qui va permettre de former la population aux gestes de premier secours dans les écoles, dans les quartiers ou bien à domicile. Comment il fait pour savoir s'il a pris ou pas déjà pris le médoc aussi? Ensuite, on pourrait partir également sur Mémopatch. Mémopatch serait pour les enfants, pour qu'ils aient un rappel pour leur traitement en intraveineux ou sur leur peau. Et MémoConnect, ça serait plus pour le personnel de santé. Le patient scannerait un QR code et mettrait les dosages oui, et les vieux, ils font comment du médicament, et nous on aurait tout sur le logiciel, ce qui nous permettrait de suivre un peu l'évolution de la maladie. C'est trop complexe alors que c'est censé simplifier. La vie de ma mère, t'as tout dit. Oh, c'est pas moi, j'ai des problèmes pour ma prise de médicaments. Je te jure, ça me rajoute des galères. Je te jure, ça m'aide pas. En fait, en quoi ta solution facilite plus qu'un pilulier? Je ne capte pas. Je ne saisis pas. Peut-être, il y a un truc. Mais là, vraiment, je ne comprends pas. Moi, j'ai deux questions. Oui. Et je comprends la problématique. Genre, moi, il y a des gens, tu vois, ils sont en galère avec leurs médicaments et tout. C'est un vrai problème. Il y a un vrai besoin. Ah, c'est des patchs comme ça sur la boîte. La pratico-pratique. Là, maintenant, imagine, moi, j'ai la boîte. Oui. La taille des trucs. Oui, non, là, c'est des prototypes. D'accord. Là, c'est adapté pour les personnes malvoyantes, on va dire. Parce que je me dis que les tailles des boîtes sont différentes. Oui, non, on va adapter. Ouais, bonne question. Il y aura plusieurs tailles. Et en fonction de la taille des boîtes, on va adapter. En fait, c'est dur de critiquer, tu vois, parce que c'est lié à la santé et tout. Mais son projet, c'est de coller des Legos sur des boîtes de médicaments, en gros. C'est de mettre des gommettes sur des boîtes de médicaments. J'ai un problème, là, quand même. Deuxième question, c'est, imaginons, je sais, parce que ça peut arriver, je sais pas si t'as pris ou pas ton médicament. Oui, et là, je suis en train de penser à une matière où il pourrait gratter. Oui, donc si tu y penses, c'est qu'on peut pas y investir déjà maintenant. Pour faire une petite trace. Et le soir, quand il a pris son 3 fois par jour, son 2 fois par jour, il l'efface avec un petit coup de doigt, quoi. D'accord. Moi, j'ai une interrogation. Oui. Par rapport aux formes et aux couleurs. Oui. Si j'oublie, quelle est la forme qui correspond à midi ou au soir?
Comment je fais? Alors, à l'intérieur des boîtes, ils auront un petit mode d'utilisation qui va être à l'intérieur de... Putain, mais autre question, hein. Très bonne question de la Russ, parce que j'avais très peur qu'elle me dise il y aura une appli Oui, bah, merci, les vieux, ils font comment? Mais c'est qui va mettre en place tout ça? Parce que si on doit vendre ça aux consommateurs, je suis pas pour. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas l'idée. Faut vendre soit aux pharmaciens, soit aux gens qui font les médicaments et tout. Là, ok, déjà, en termes d'éthique, ça me correspond un peu plus. Et les pharmaciens, ils vont devoir coller des trucs... ils ont le temps de faire ça? De quelle boîte? De la boîte de Memotech. Mais si je pars en vacances sans la boîte de Memotouch et que les éléments là sont déjà collés sur les boîtes, comment je fais pour m'en souvenir? Bon, bah là, c'est en cours de... Bah là, ce qui serait bien... Les infirmiers à domicile font déjà ça. Oui, ouais. Médicaments, c'est comme tout à l'heure qu'on a vu. Ouais. Tu vas sur ton réseau, sur les réseaux sociaux, et dessus... Bah là, je suis en train d'hésiter. En fait, on est en train de voir avec... je suis en train de voir, est-ce qu'on marquerait pas en braille ou en... Arrêtez d'imprimer les notices, personne ne les lit. Des étiquettes, matin, ALD. J'ai une question. Donc du coup, là, les formes, c'est le pharmacien qui les pose sur les boîtes? Le pharmacien, les aidants, les professionnels de santé. D'accord. En fait, j'ai un peu le sentiment comme quoi il y a un vrai besoin et il faut trouver une solution à ce besoin-là. Mais j'ai pas le sentiment que c'est ça la solution. J'ai pas l'impression que tu as trouvé le truc qui va régler ce problème. Que parfois il y a des médicaments aujourd'hui, il y a des médicaments ils se ressemblent trop. Faut creuser. En fait, c'est pas le même résultat, mais c'est la même chose. Il y a des médicaments certes qui se ressemblent, mais ces médicaments-là qui se ressemblent, parfois tu dois les prendre au même moment. Totalement. Donc si tu dois mettre le même carré violet sur 2 boîtes de médicaments qui se ressemblent, comment tu vas faire pour te souvenir que c'est bien ce médicament-là que tu as pris et pas l'autre? Ils ont trop de questions, trop de problématiques. Il y aura une case, une sorte de case où il faut rentrer. Ouais, mais si c'est 2 boîtes, c'est le même médicament, tu vas gratter l'un, mais peut-être tu vas... Comme les jeux à gratter, non? Oui, en fait, finalement. Oui, comme un jeu à gratter ou quelque chose qui va... Bon, elle est bonne en impro, mais ça se voit, elle y avait pas pensé. Qui va interpeller, pardon. C'est bien. Parce que, solution plus simple, hein, de ce que je vois à quoi ça ressemble le truc, ça a l'air d'être un petit truc en plastique avec une forme, genre une étoile dessus. Tu l'enfonces, tu vois. Tu te débrouilles pour l'appuyer. Quand tu sais que c'est appuyé, tu passes ton doigt, tu vois, c'est facile. Tu sais, comme les gobelets des fast-food, là où normalement, de base, ils doivent appuyer sur les petites bosses pour te dire, pour se donner l'info, comme quoi, là, ça va être une boisson sans sucre ou un café décaféiné. De base, c'est censé servir à ça. Ben là, hop, des boutons que, tu vois, tu t'enfonces et que quand tu re-appuies, machin... Pourquoi pas? Un truc à gratter, tout, ça sent l'improvisation. Non, c'est bien. C'est un bon projet, mais c'est pas... Il faut juste convaincre tout le monde, quoi. C'est pas profiler encore. Parce que chaque pharmacien va le faire. Déjà, en plus, personne âgée est égal Alzheimer. Alzheimer, elle va prendre le matin, pas du soir. Après, ça, c'est un autre problème, gros. Genre, Alzheimer, il faut juste une auxiliaire de vie, là. Ou un robot. Bientôt la suite de Detroit Become Human. Tu vas canner la personne, tu vas dire quoi? Voilà, tu vas canner la personne. Je pense que là, c'est le projet des mots. Là, tu vas canner la personne. La personne, elle prend le matin au lieu du soir, c'est plus qu'elle. Mais il a pas révisé, lui aussi. Il n'y a pas de solution pour une personne qui a Alzheimer, c'est normal. Les clichés sur Alzheimer, en plus, il y a différents niveaux, il y a différents paliers. Est-ce que la personne est en train de sucrer les fraises, comme on dit c'est comme on dit chez nous, hein, c'est le jargon du métier. Mais bien sûr qu'à ce niveau-là où la personne oublie ces éléments-là, tu te doutes bien que c'est pas une solution matérielle qui va pouvoir l'aider dans ça. C'est quoi? Il veut parler du cas d'Alzheimer où la personne oublie même les fonctions motrices de son corps? Ah bah oui, hein, c'est pas une gommette qui va l'aider. Peut-être le matin, elle doit prendre 1, le soir 3. Elle inverse. Le matin, tu t'en prends 3, tu cannes l'après-midi. C'est chaud. On va dire financer quelqu'un qui canne les gens. Voilà, non, on va prendre. C'est chaud. Moi, je pense pas les trucs de vêtements et tout. Je pense pas vêtements ni le truc humanitaire. Parce qu'il y en a déjà qui ont pris position comme quoi, je vais te mettre en relation, je vais investir dans ton projet. Ça a déjà été dit, genre en mode personnel. Truc de vêtements, il lui a dit, je trouve ma boutique. L'autre, il lui a dit, je te fais une pub sur Insta. Je pense c'est le truc de viande. C'est logique aujourd'hui. C'était la structuration, la pertinence. Le premier projet, le fast-food dans Basic Fit. Non, et en plus, elle a de l'expérience et tout ça. Oui. Et les autres projets, ils sont super bien. Franchement, ils sont super bien, mais ils sont pas assez aboutis. Bah oui, c'est vrai. Pour choisir le gagnant, sur quoi on s'est basé, je laisse Adjinaya. C'est une émission sérieuse. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui viennent. C'était pas un exercice facile. Il y a eu beaucoup de stress pour certains, mais vous avez su, pour la plupart, bien expliquer vos projets. C'est une émission sérieuse. Il y a 20 000 € à la clé. C'est forcément sérieux. Les personnes qui ne vont pas gagner les 20 000 € comme un échec. Pas du tout. Il faudrait que vous ressortiez d'ici en ayant compris nos conseils et surtout que vous ressortiez d'ici plus fort et avec encore plus d'envie de tout arracher. Imagine, ils envoient la valise. Putain, comment je serais trop heureux. Le projet qui serait le plus calable.
Et donc Arrête avec tes termes là, genre. Ça fait 2 fois. Une fois on a laissé passer, mais là tu forces. Et donc, le gagnant du premier épisode, qui repartira avec les 20 000 € et l'accompagnement, est le projet Midda. Logique. Comme dirait l'autre. Logique. Bravo. Bravo, Feneux. Bravo, Dawala. On encourage et on démocratise de plus en plus l'ubérisation. On y participe. Bravo.